Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce nouveau format d'épisode intitulé Let's Try Podcast Demande conseil, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les problématiques rencontrées dans le trail. Et pour cet épisode, je m'entretiens avec Pascal Balducci, entraîneur d'athlétisme et de trail running, titulaire d'un Master 2 de préparation physique, mentale et réathlétisation, ainsi que d'un doctorat en sciences du sport. Il écrit depuis 2007 pour Trail Endurance Mag, pour VO2 Mag et le PAP Info. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet suivant. Comment maintenir un niveau de motivation suffisant dans les conditions d'incertitude que nous traversons. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne écoute. Je suis de nouveau avec Pascal Balducci. Pascal, salut. Salut Nicolas. Comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Écoute, ça va bien. Pour moi, il fait beau, soleil, donc c'est parfait. D'accord. Pour resituer encore de nouveau un petit peu le contexte, on est toujours en période de confinement Covid-19. On va aborder un nouveau sujet pour cet entretien qui est comment entretenir la motivation en cette période compliquée. Déjà, j'aurais une première question à te poser, Pascal. Quels sont les premiers retours des personnes que tu coaches, des athlètes que tu coaches et ton ressenti par rapport à leur état d'esprit, pardon. Très bonne question parce que c'est quelque chose qui évolue là depuis quelques semaines de confinement. Donc dès qu'on est rentré en confinement, en fait, la plupart des athlètes sont restés sur leur dynamique en fait de préparation à la compétition. On a commencé la période des compétitions. Certains étaient au Ventoux où ils ont pu courir. D'autres Transgran Canaria par exemple. Ça, c'est des courses qu'on puisse faire, les dernières courses. Donc, ils sont restés sur cette dynamique-là, voilà, en pensant que de toute façon, ça allait pas durer et que on allait pouvoir passer à autre chose et que peut-être les courses pourraient reprendre en mai. Comme tout le monde, exactement. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que la problématique était quand même bien différente, que les courses commençaient à s'annuler, avril, mai, et maintenant en juin, il n'y en aura quasiment pas non plus, il n'y en a pas de toute façon. Et on ne sait pas si on aura en juillet et en août. Enfin, pour l'instant, on commence à en reporter en juillet, mais il y a encore beaucoup de risques associés à ça, donc on ne sait pas trop. Donc c'est vrai que les athlètes commencent à évoluer un petit peu mentalement par rapport à ça. Certains se disent que la saison 2020 elle est un petit peu alors ratée, entre guillemets, quoi, que c'est comme ça, il va falloir faire avec. D'autres se projettent sur quand même la fin d'année. En fait, tout dépend de la planification de course de chaque athlète. Ceux pour qui l'année, le sommet de l'année, c'est l'UTMB, pour eux, ça va être très compliqué, c'est évident. Et puis, on a d'autres athlètes qui ont des saisons jusqu'en octobre, novembre, avec encore des gros objectifs. Je pense, j'ai des jeunes là il y a les championnats du monde de course de montagne qui sont toujours en fin d'année, par exemple. Ça devrait être maintenu. Peut-être Sierzinel qui serait maintenu, des choses comme ça, mais on sait pas trop. Donc, vraiment, d'un athlète à l'autre, c'est variable, mais tous ont quand même bien évolué par rapport à cette saison et à leurs objectifs. Aujourd'hui, ils sont conscients que la saison 2020 sera compliquée, quoi. C'est ça que tu nous dis, que tu ressens. Exactement, elle est compliquée. Pour certains, elle est même quasi finie, on va dire. Et puis pour d'autres, ils savent pas encore, ils savent pas trop comment ils vont rebondir. Mais en tout cas, je crois qu'ils ont tous maintenant pris acte de ça. Et ils se disent qu'il y a des choses en effet plus importantes que ces compétitions-là, et que l'an prochain, les mêmes compétitions reviendront et qu'on pourra s'y préparer encore de nouveau. J'aimerais savoir comment tu réagis, toi, par rapport à eux, par rapport à leur questionnement, étant donné qu'on est dans le flou artistique le plus complet. Quelle est ta position, quelle est ton attitude? Alors, j'ai un petit peu réagi comme eux, c'est-à-dire j'ai suivi les informations aussi un petit peu comme eux. Moi, j'étais aussi dans cette logique de préparation, bien entendu, des athlètes. Et puis après, en tant qu'entraîneur et coach, et j'ai aussi pas mal de jeunes parmi les athlètes que je coach, parce que je travaille notamment pour 2 teams. Un team s'appelle le Grand Besançon Trail Academy où je gère 6 jeunes, dont des mineurs, bien entendu. Et puis pour le Buff France Team Ocal et Saisie où j'ai aussi 3 jeunes. Il y a aussi une vraie responsabilité par rapport à ces jeunes-là dans les premiers temps du confinement, c'est-à-dire ce qu'on leur met à l'entraînement. Donc
déjà pas de vélo, hein, moi je l'ai interdit très rapidement, c'est-à-dire je l'ai pas mis en tous les cas dans mes programmes d'entraînement, pas de sortie de vélo pour pas qu'il y ait de risque de blessure, de chute, etc. Et c'est pas simple parce que tous mes entraînements, moi, sont à base de vélo, c'est-à-dire tous mes athlètes croisent leur entraînement, même les plus jeunes sont en entraînement croisé. Donc ça c'était la première chose. Et puis après, il a fallu faire le deuil aussi des séances à haute intensité. Et chez les jeunes, c'est assez fréquent. Donc il a fallu s'adapter petit à petit. Il a fallu aussi parfois échanger avec eux et voilà, leur faire comprendre que c'était pas si grave que ça finalement, hein, si les courses étaient annulées et si elles étaient reportées et que ces courses elles reviendront et voilà, c'est vrai que certains se préparaient voilà pour des objectifs, pour peut-être des sélections internationales, pour des choses comme ça et que ça remet en cause tout ça. Mais voilà, je pense que chacun fait son cheminement et moi aussi j'ai fait mon chemin par rapport à ça et j'essaie d'être toujours là pour être en lien avec les athlètes et les aider justement dans ce passage un peu délicat. Quel conseil tu donnerais toi à notamment des pratiquants de milieu de peloton ou de fin de peloton pour garder une certaine motivation à pratiquer leur sport sans qu'ils aient la possibilité de se projeter sur des objectifs bien concrets? Alors c'est une très bonne question et je pense que c'est important du coup parce que chacun va se rendre compte dans cette période-là particulière justement de la nature des motivations. Et ça c'est important parce que souvent on n'y réfléchit pas en fait. Hein. On pratique, on est poussé par une certaine énergie à pratiquer, mais on se pose jamais les questions finalement pourquoi on pratique. Quand on pose la question pourquoi tu cours, généralement les gens ils sont pas trop capables de répondre et c'est assez intéressant. Et en fait si on s'intéresse aux motivations et ça permettra de répondre à la question. En fait il y a énormément de recherches là-dessus, mais il y a il y a deux grands types de motivations. Ce sont les motivations qu'on appelle extrinsèques et les motivations intrinsèques. Tout ce qui est extrinsèque, c'est tout ce qui va être en dehors de soi. C'est-à-dire, je pratique, voilà, pour un peu de reconnaissance sociale, peut-être pour gagner des primes, pour qu'on parle de moi dans les journaux, des choses comme ça. Et puis, mais c'est pas celles qui nous intéressent, nous, en tant qu'entraîneurs. Et puis, il y a les motivations intrinsèques. Alors, c'est celles qui sont, notamment, les motivations, le plaisir. Je pratique parce que ça me fait plaisir, de courir, parce que j'y trouve, voilà, pour moi, personnellement, et là, ça n'a rien à voir avec les autres, j'aime courir tout simplement, ou alors c'est aussi la motivation par exemple à l'accomplissement de soi. Je fais ce sport parce que je m'accomplis, parce que j'arrive à me dépasser, parce que voilà. Et ça c'est des choses qui sont ancrées en soi et c'est justement encore une fois sur ces motivations là qu'il faut se baser. Si ces motivations sont pas là, en fait, on s'aperçoit que l'activité, elle s'arrête. Moi, j'ai connu ça avec des athlètes élites, par exemple, qui chassaient les primes. Alors, je parle pas dans le milieu du trail, mais dans le milieu de la course sur route, il y a quelques années, voilà, des coureurs qui chassent les primes. Si d'un seul coup il n'y a pas de prime, ils sont plus motivés. Par exemple, la course, ça les intéresse plus. S'ils peuvent plus gagner d'argent, finalement, la course n'est pas intéressante. Alors que quand on court pour le plaisir et pour l'accomplissement de soi, finalement, c'est ça qui reste. Parce que même si on nous enlève la compétition, alors la compétition, bien entendu, c'est une motivation, hein, c'est là-dessus qu'on se projette et on va y revenir après. Mais la motivation première, ça doit toujours être justement le plaisir et l'accomplissement de soi. Et même si on enlève la compétition, du coup, on a toujours plaisir à les pratiquer, on a toujours plaisir à se faire du bien dehors, à mettre son corps en mouvement, parce que on sait très bien que ça met en route tout un système hormonal, que ça fait du bien au corps, à la tête, et que c'est essentiel en fait dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est une réalité, bien entendu. Hein, on en parle beaucoup actuellement, notamment chez les jeunes. On sait que la baisse d'activité physique, c'est un des grands mâles de notre société, qui est responsable de tas de maladies de civilisation, comme le diabète, comme l'obésité, la tension artérielle, différentes allergies. Il y a tout un tas d'études maintenant qui montrent ça, qui montrent que voilà, nos jeunes ont perdu 25% de leur capacité physique, cardiovasculaire en une génération. Et ça, c'est une méta-analyse sur... c'est énorme, 25% de la capacité. 25% de la qualité physique, c'est autrefois quand, en gros, alors les études viennent un peu de tous les pays du monde industrialisé, et autrefois, quand les jeunes mettaient 3 minutes pour faire un 800 mètres, aujourd'hui, ils mettent 4 minutes pour faire un 800 mètres.
en ce sens-là qu'on a dit qu'il y a une perte de 25%. Et d'ailleurs, je viens de signer moi une tribune là, donc qui va paraître dans Le Monde justement pour réintroduire de l'activité physique journalière dans les écoles primaires, parce que c'est vraiment essentiel, quoi. C'est quelque chose qui s'est perdu, et donc nos modes de déplacement ont changé. Hein. C'est de la voiture, les enfants sont posés devant l'école, et il n'y a plus de déplacement ni à pied ni en vélo, et voilà, tout ça s'entraîne. On sait qu'on a atteint un peu un sommet en termes d'espérance de vie, on commence à avoir un recul. Voilà, toutes ces choses-là qui font que l'avenir est pas radieux, et notamment pour nous entraîneurs, trouver encore des jeunes trailers avec beaucoup de talent, ça va peut-être être de plus en plus compliqué dans les sociétés hyper industrialisées, quoi. Voilà. Tu parlais de la motivation intrinsèque, donc moi on peut la matérialiser ou l'imager comme les bases d'une maison. C'est un peu ça, c'est les fondations de la motivation. Est-ce que tu peux aller plus en profondeur là-dessus? Comment toi, en tant que coach, tu arrives à déterminer les fondations et le socle de ton athlète ou de la personne que tu coaches? Alors généralement, quand l'athlète a choisi lui-même l'activité, la question se pose pas. Les questions vont plus se poser, par exemple, chez des jeunes qui sont par exemple en école d'athlétisme, et on peut avoir un jeune qui a suivi le grand frère. Alors généralement en athlétisme encore, les jeunes viennent vraiment par grande motivation. Mais je vais prendre un autre exemple de discipline, le tennis par exemple, la gymnastique. Parfois le tennis, quand un enfant pratique, il y a tout un contexte familial, social autour de lui qui le pousse à pratiquer, et parfois le jeune c'est plus son projet initial à lui, quoi. Il est venu là parce qu'on lui a demandé de pratiquer, parce que les parents veulent le faire progresser, parce qu'il y a un entraîneur qui veut le faire progresser, et pour en avoir suivi 2-3 comme ça de l'extérieur, on aperçoit, et c'est-à-dire c'est les disciplines où il y a le plus d'abandon sportif chez les adolescents, qui sont assez graves d'un point de vue psychologique, hein, qui sont liés après à des troubles du comportement alimentaire et tas de choses comme ça. On n'est plus dans le projet de la personne, en fait. Donc on n'est plus sur cette motivation intrinsèque qui n'a pas été construite. Donc quand tu parles des bases, les fondations de la maison, c'est exactement ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas ça au départ, eh ben il y a rien en fait. Il y a un moment où ça s'écroule parce que ça tient plus. Quand le jeune le jeune peut continuer à pratiquer parce qu'il va gagner. Donc là on est dans de l'extrinsèque, comme on disait tout à l'heure, parce que voilà, il va être récompensé par la ligue, par l'entraîneur, par les parents. Mais le jour où il commence à perdre, où ça commence à plus marcher, où il a d'autres centres d'intérêt qui sont vraiment les siens, et ben à ce moment-là, on s'aperçoit que tout s'écroule et il va y avoir un abandon en fait de l'activité. Donc en trail, c'est pas tout à fait ça. Nous, chez nos jeunes, par exemple, on s'aperçoit qu'ils viennent parce que c'est des amoureux de la nature, tout simplement, parce que voilà, depuis tout petit, ils font du vélo avec papa, maman, du VTT, où ils aiment courir dans la montagne. Et ceux qui viennent à nous, en tous les cas, qui viennent par exemple passer les tests de sélection pour entrer dans les équipes de jeunes, c'est des jeunes qui sont motivés à 200%, qui sont vraiment des adeptes de différents sports nature. Hein. D'ailleurs, généralement, c'est pas que le trail. C'est des jeunes qui se régalent dans la montagne, qui adorent jouer, voilà, avec le terrain, en descente, etc. Donc on n'a pas trop cette problématique-là de motivation intrinsèque en trail. Et en tous les cas, chez les jeunes, elle se développe toujours par le jeu. Ça, c'est évident, c'est-à-dire pas de pression, du jeu. Et si on veut dire pas de pression, ça veut dire aussi limiter les compétitions. Ça, c'est une donnée fondamentale. Alors, en trail, les jeunes encore n'ont pas possibilité d'en faire trop, mais en athlée, oui, par exemple. Et c'est fondamental. On s'aperçoit que les jeunes qui ont beaucoup pratiqué de compétition, justement, dans les jeunes catégories, sont pas ceux qui performent ensuite dans les plus grandes, dans les catégories supérieures. Donc, cette accumulation de compétition, ça peut aussi entraîner un stress qui parfois va générer l'abandon de la discipline sportive. Ok. On parle souvent de bigorexie, il me semble que le terme est celui-là, c'est-à-dire la drogue du sportif, enfin le sportif drogué entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la diminution de l'activité physique liée à notre pratique, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des risques inverses sur la psychologie? Alors, risque inverse, je sais pas. Alors, c'est vrai que la bigorexie, c'est un terme qui est vraiment revenu à la mode avec le trail. Hein. C'est l'addiction à l'effort, l'addiction au sport en quelque sorte, hein. Qui est très importante dans les sports aérobie et dans les sports de force. Donc, le trail, il est en première ligne là-dedans. Alors, généralement, alors certains parfois parlent d'addiction positive, et ça, c'est une erreur. Il n'y a pas d'addiction positive du moment où on est addict. Alors, je parle au sens
au sens pathologique du terme, ça peut entraîner des troubles, justement, on disait, du comportement alimentaire, ça peut entraîner des problèmes sociaux, ça peut entraîner, on sait que ça c'est la cause de pas mal de divorces, de séparations de couples, voilà, plein de choses comme ça, du burn-out, bien entendu, chez les sportifs, c'est fréquent. On sait que les consultations des psychiatres sont remplies de trailers qui vivent justement cette bigorexie. Alors, ça va se manifester aussi après, bien entendu, parce que par des blessures, c'est-à-dire la structure qui tient plus, donc des fractures de fatigue, des blessures à répétition, des multiplications de tendinites, etc. Donc c'est une vraie pathologie qui est reconnue par le corps médical et à laquelle il faut faire attention. Alors en ces temps de confinement, on peut parfois justement, alors c'est pas qu'il va y avoir l'effet inverse, mais il va y avoir une sorte de manque en fait qui va se manifester, mais qui est mais qui est aussi quelque chose de normal. C'est-à-dire le fait qu'on ait envie, qu'on soit passionné, qu'on a envie de courir, on peut être, on va dire, légèrement addict sans être malade. Faut pas non plus dire que tous les coureurs sont malades, loin de là. On peut gérer ça tout à fait bien, parce qu'on sait très bien que c'est tout à fait logique. Dès qu'on commence une activité sportive, il y a des sécrétions d'hormones qui sont des hormones du plaisir. C'est physiologique. Voilà, c'est physiologique, c'est le système de la récompense, et obligatoirement on rentre là-dedans. C'est ce qui fait qu'on a du plaisir à continuer à courir, à pratiquer ou à faire toute autre activité sportive qui permet d'avoir ce plaisir-là, qui nous fait nous sentir bien, etc. Donc c'est extrêmement important d'avoir ce système-là. C'est après, à un moment, on peut basculer quand même du côté sombre de cette addiction-là, quand on n'est plus capable de se maîtriser, quand on n'est plus capable d'observer des phases de récupération qui vont permettre à l'organisme de récupérer, au système musculaire, tendineux, de régénérer également. Il ne suffit pas de récupérer, il faut aussi se régénérer. Alors là, on rentre dans les problématiques en fait de programmation d'entraînement, de planification, mais ça se voit là en fait aussi les addictions, quand les personnes ne sont plus capables de s'arrêter, ne serait-ce qu'un jour pour récupérer. Chez certains, on en est à ce stade-là, quoi. Donc, il est possible qu'on voit en effet des effets. Que les personnes se rendent compte un petit peu de leur addiction dans ces périodes de confinement. Après, quels effets ça va avoir? Moi, je pense que ça peut avoir que des effets positifs, parce que peut-être certains vont justement, dans l'obligation de ne pas courir, vont peut-être s'arrêter un petit peu, puis voir que ils vont peut-être revenir très en forme assez rapidement. C'est souvent le cas, beaucoup d'athlètes s'aperçoivent qu'ils obtiennent un pic de forme après une blessure. C'est-à-dire, ils sont blessés, la blessure les a obligés au repos, un repos physiologique forcé quelque part, et du coup, quand ils reviennent, au bout de quelques semaines de reprise, ils battent tout leur record, tout simplement parce qu'ils ont récupéré, ils ont régénéré, quoi. Ils se rendent compte comme ça, mais parfois c'est un petit peu tard. Donc c'est encourageant pour nous tous qui sommes confinés. Je pense que ça peut être une expérience intéressante, en effet, d'un point de vue psychologique, ce confinement, oui, pour certains, je pense. En ce qui te concerne et par rapport à ta formation, l'aspect psychologique, donc tu es préparateur mental, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai fait en effet dans mon Master 2, j'ai fait un Master 1, Master 2 à Lyon de préparation physique mentale et réathlétisation, et comme j'avais déjà un petit bagage en physiologie, on va dire, donc j'ai fait le M1 et le M2 avec l'option préparation mentale pour apprendre un maximum de choses dans ce domaine. Après, c'est vrai qu'au quotidien, je l'utilise toujours, bien entendu, avec les athlètes, mais c'est pas quelque chose que je mets en pratique, que j'utilise vraiment à fond. Et je fais pas que de la prépa mentale. J'ai pas des athlètes que j'ai qu'en prépa mentale, par exemple, parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à développer. Mais on s'aperçoit que, bien entendu, c'est un paramètre clé de la performance, les habiletés mentales. Et dès qu'on rentre un petit peu dedans, il faut bien se rendre compte que la préparation mentale, c'est un domaine largement aussi vaste que la préparation physique, que c'est un levier extrêmement important. C'est vraiment un catalyseur de la performance. Surtout et parfois, surtout en ultra, mais même, je vais dire, autant, pas plus en ultra que sur 100 mètres, en fait, quasiment. C'est des habiletés après qui vont être différentes, comme les qualités physiques vont être différentes du court à l'ultra, les qualités mentales, les habiletés mentales peuvent être également différentes, mais c'est vraiment un levier extrêmement important, et donc c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Il faut pas être limité un petit peu par ça, faut pas hésiter justement à investir ce domaine de la préparation mentale, même d'un point de vue personnel, pour aller un petit peu plus loin, pour comprendre comment notre corps réagit devant un obstacle. Alors, là, on parle de sport, mais ça peut être pour un examen. C'est exactement les mêmes principes. On parle des stratégies de coping, c'est-à-dire ce qui s'appelle le faire face.
comment je fais face à une situation potentiellement stressante, que ce soit un examen, que ce soit une compétition, que ce soit un entraînement difficile, et comment je fais face aussi à l'imprévu, comment je peux gérer un petit peu tout ça. Ça, c'est des choses qui s'apprennent, qui s'entraînent. Donc, c'est important à comprendre ça aussi. Pour en revenir aux pratiquants tels que je suis, quelle stratégie on devrait adopter pour maintenir un niveau de motivation suffisant? Est-ce qu'il y a des clés à mettre en place? Imaginons qu'on a moi par exemple, personnellement mon objectif c'est l'OCC. Imaginons que voilà, demain on m'annonce que l'OCC est annulé. Quelle clé je dois mettre en place pour maintenir une motivation suffisante? Alors, très bonne question. Alors, tu as raison de poser cette question parce qu'en fait, justement, dans la préparation mentale, alors certains pensent qu'ils n'en font pas, mais en fait, tout le monde développe des habiletés mentales, certains de manière instinctive, certains sont naturellement aptes aussi d'un point de vue mental et d'autres sont inaptes. Donc, il y a plus de choses à développer. On le voit très bien chez nos jeunes, hein. Certains savent très bien se préparer à la compétition d'un point de vue psychologique et d'autres sont en difficulté, sont en souffrance par rapport à la compétition. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, évaluer, comme on fait des évaluations physiques et après mettre en place des procédés pour améliorer ça. Et en fait, au tout début de saison, et ça, c'est toujours très important, de faire une planification. On en a parlé. Et cette planification-là, c'est ce qu'on appelle en préparation mentale le plan de l'architecte. C'est-à-dire, j'ai mon calendrier de mes 12 mois de l'année, je mets mes objectifs principaux, j'en ai 2-3 par exemple, je mets mes objectifs secondaires aux courses de préparation, mes périodes de préparation. Rien que ça, déjà, savoir, par exemple, je fais l'OCC fin août, rien que le fait de l'avoir écrit déjà 6 mois avant, de m'être inscrit, etc., ça rentre déjà dans la démarche de préparation mentale, ce qu'on appelle le plan de l'architecte en fait. J'ai ça qui est là, quelque part c'est déjà ancré dans mon cerveau. Je sais que c'est là et ça va pas disparaître. Et je suis sûr, toi comme les 10 000 inscrits aux courses de l'UTMB, c'est quelque chose qui revient au moins plusieurs fois par semaine. On pense à cette course et on se demande ce qu'on met en place justement pour arriver en forme à cette course, en termes de courses de préparation, en termes d'entraînement, en termes par exemple de week-end de reconnaissance, de week-end de charge, choc, comme on veut. Donc voilà, ça c'est déjà de la préparation mentale quelque part. Donc ça veut dire que si on t'enlève cet objectif, en effet, ça va être difficile de se reprogrammer. Il faut reprogrammer un petit peu le cerveau, de même qu'on reprogrammait un ordinateur qui d'un seul coup on lui enlève son objet, quoi. C'est un petit peu la même chose. Eh bien, la clé en quelque sorte, c'est de trouver un autre objectif, tout simplement, qui va être arrivé peut-être en octobre ou peut-être un peu plus loin fin de saison. C'est-à-dire il va falloir en effet faire le deuil. Alors, j'aime pas trop ce terme-là, faire le deuil en ce moment, parce qu'on est en période de Covid où il y a malheureusement beaucoup de personnes qui décèdent. Mais voilà, c'est dans la démarche un peu psychologique. Voilà, c'est le terme, faire le deuil de cette course-là pour se projeter sur une autre. Alors, il va y avoir une petite phase, encore une fois, de déception, petite phase de colère aussi, certainement, si c'est annulé. Voilà, on rentre dans les différentes phases du deuil. Et il y a le refus, et puis il y a la colère, et puis après il y aura l'acceptation, et puis après on va se reprojeter sur autre chose. La vie du trailer continue, elle s'arrête pas à l'OCC cette année-là. Alors soit se dire je la ferai en 2021, mais peut-être entre-temps ce que j'aurais mis en place là, je vais l'utiliser pour une autre course. Et donc c'est se reprogrammer. Donc faut formater le disque dur et reprogrammer pour repartir sur un nouvel objectif. C'est la meilleure chose à faire. Faut pas, je pense, tout annuler. Vu qu'on n'a pas fait trop de compétitions, on va pouvoir se programmer un bel objectif. Il y a des belles courses en septembre, octobre. Il y en a qui sont là déjà naturellement. Et puis il y a des courses qui vont être reportées. Donc je pense qu'il y a largement de quoi se faire un bel objectif. Ça sera pas l'OCC, ça sera autre chose. Et puis l'OCC reviendra l'année suivante. Une année, ça passe très vite. On est d'accord. Et puis pour le rappeler de nouveau, tout est relatif. Voilà, on parle de trail, il y a bien pire, il y a bien pire que ces problématiques-là actuellement. Pascal, je crois qu'on a pas mal fait le tour de l'aspect motivation. Tu voulais rajouter quelque chose pour terminer? Non, si le point central, c'est toujours le plaisir. On parlait de ludicité chez les jeunes, de toujours aborder l'activité sous la forme du jeu, et je crois même pour les adultes.
C'est-à-dire quand on est en stage, nous, avec des personnes qui avaient 30, 40, 50 ans, 60 ans, c'est toujours le jeu, c'est-à-dire toujours se faire plaisir, jouer avec le terrain, notamment en descente, quand on fait des séances techniques descente. Le but, c'est de jouer, c'est de s'amuser, parce qu'on sait que c'est toujours comme ça que le cerveau est le plus ouvert et qu'on potentialise les capacités d'apprentissage. Et pour les enfants, c'est principal. Et quel que soit son âge, toujours garder du plaisir dans la pratique. C'est-à-dire, à partir du moment où ça devient une contrainte, il faut se poser les questions, parce que c'est pas bon. Et de même, et je profite donc de ton podcast pour en parler, mais il y a un mot dont j'ai horreur dans le trail et qu'emploient beaucoup de coureurs, c'est le terme sacrifice. On fait pas des sacrifices, même à un plus haut niveau. C'est toujours des choix. Moi, j'estime que, par exemple, mes coureurs élites, mais les autres aussi, mais encore je dis les coureurs élites parce que voilà, j'ai couru à 10-12 entraînements par semaine, c'est quand même beaucoup. Ce sont des choix. C'est jamais des sacrifices. Il y a des gens voilà, il y a des gens qui font des sacrifices dans leur vie, qui ont des vies très compliquées, très difficiles. Je pense aux migrants, etc. Et nous, en tant que pratiquants, et les athlètes élites, ils ont encore plus de chance parce qu'en plus ils sont doués de pouvoir faire cette activité physique, de pouvoir s'exprimer, en plus de pouvoir gagner des courses, de pouvoir se montrer et se faire plaisir. Je crois que c'est une chance de pouvoir pratiquer ça. Donc c'est pas un sacrifice, ce sont des choix qu'on fait. On n'est pas obligé de les faire. On peut faire autre chose, on peut faire d'autres choses de sa vie. On a cette liberté-là et c'est assez magique. Donc voilà. Donc éviter le mot sacrifice et le remplacer par le mot choix et le mot plaisir. Et ce sera parfait. Et ça changera aussi la manière de voir les choses, je pense. Notamment les annulations de courses. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est fort de sens. Pascal, je te remercie énormément d'avoir participé au Let's Ride Podcast. Et puis Merci. Je te dis à très bientôt. Ça marche. Merci Salut. Nicolas. À bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie de nouveau Pascal Balducci de nous avoir apporté son expertise et son expérience sur ce sujet très précis. Si vous voulez en savoir plus sur Pascal, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet pascalbalducci.wixsite.com. Wixsite, W-I-X-S-I-T-E. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try. Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut